Bonjour, je suis Sylvain Gillier et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Gilbert-Cawano qui va nous parler de l'approche polyvagale avec les chevaux. C'est une approche qui parle des états du système nerveux automatique, c'est quelque chose qui est très important quand on travaille avec des chevaux, de bien comprendre euh, l'état dans lequel je me trouve quand je suis en présence des chevaux et aussi l'état du cheval lui-même. Le cheval est un animal très sensible qui a un système nerveux automatique fortement développé. Et donc cette approche polyvagale, qui est expliquée par Cécile Gilbert-Cawano, nous aide à établir une connexion de qualité avec les chevaux, avec le client qui est en présence des chevaux, et également moi-même en tant que facilitateur, l'état intérieur dans lequel je suis pendant la facilitation de la session, c'est quelque chose de très important. Et donc voilà, sans plus attendre, voilà une super présentation pour connaître les bases du système polyvagal avec les chevaux. Alors bonjour Cécile, Bonjour Sylvain. et ça me fait plaisir de t'accueillir sur ce sommet en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc une journée aujourd'hui qui est dédiée euh, aux approches, on pourrait dire bon psychologiques, mais aussi avec le système nerveux de nos compagnons les chevaux. Et donc aujourd'hui Cécile, on voudrait parler d'une approche qui prend de l'ampleur depuis les dernières années, qui s'appelle la théorie polyvagale Ouais, et que tu connais bien, un peu, je oui. crois. Et donc la théorie polyvagale, c'est quoi? Alors la théorie polyvagale, déjà, une théorie, puisque pour l'instant, il y a encore des gens qui critiquent en disant que ça n'est pas totalement prouvé, que tous les éléments que raconte Stephen Porges, qui est donc le scientifique qui a formalisé la théorie polyvagale, qui a commencé à écrire des bouquins, des articles en 2005-2007, et puis son bouquin, la masse, la somme presque, après plein d'articles qui viennent en plus amender un peu, prolonger ce travail-là, c'était 2009. Donc Stephen Porges, il a formalisé la théorie polyvagale et je peux te montrer si tu veux, j'ai prévu Ouais. une petite, pas une petite, une présentation, parce que c'est vraiment quelque chose qui, comme tu dis, commence à être connu, commence on en entend parler de plus en plus, aussi bien dans le grand public que comme dans les milieux thérapeutiques. Ouais. Et donc, Stephen Porges a appelé cette théorie polyvagale la science de la sécurité. Donc, Ouais. moi, je vais vous présenter ça avec des apports qui viennent aussi bien évidemment de Stephen Porges et de sa traductrice Deb Dana, parce que Deb Dana est une autre scientifique qui a beaucoup travaillé avec lui et qui a traduit le jargon scientifique de Stephen Porges en application pratique. Donc déjà, en vulgarisation beaucoup plus attrapable parce que bah, elle a simplifié les termes, elle a donné un côté très pédagogique à l'idée, au concept de la théorie polyvagale présentée par Stephen Porges. Et elle a aussi vraiment beaucoup travaillé sur les applications thérapeutiques. Donc,
je m'appuie évidemment sur ce que eux deux ont produit. Je m'appuie aussi sur du travail qui a été fait par Rebecca Bailey, qui est une personne avec qui je travaille puisque je suis formatrice dans l'Institut Polyvagal Equine Institute. Avec Anne Mathieu, ma collègue instructrice EponaQuest, on est toutes les deux en site Gironde, et avec une autre qui est Babs Jasper, qui est en Hollande. On est toutes les trois représentantes du Polyvagal Equine Institute en Europe. Et donc, je m'appuie sur du travail que j'ai fait, entre autres, avec ces personnes-là pour vous présenter. Et donc, la façon dont Stephen Porges appelle la théorie polyvagale, il appelle ça la science de la sécurité. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment l'idée de notre système nerveux, et plus particulièrement le nerf vague, une grosse partie de notre système nerveux autonome dans sa branche parasympathique, ont une influence extraordinaire sur nos fonctionnements quotidiens, et ça parce que c'est une partie de nous qui cherche à ce qu'on se sente en sécurité. Mais il y a plein de façons de se sentir en sécurité. Mobilisé, actif, heureux d'interagir, ou bien dans notre coin, tranquille, personne ne nous dérange. Voilà. Il y a plein de façons de faire. On regarde aussi quand on voit les chevaux. Plein de façons de fonctionner entre eux où on a des moments différents d'activation de différentes parties de leur système nerveux autonome et comment est-ce que eux recherchent la sécurité, comment est-ce Et, qu'ils la ressentent, et comment nous, nous on on peut sait bien interagir que, avec eux. on Ouais, sait tu bien que la dis? sécurité avec les chevaux, c'est très important pour nous également. Et pour nous également, absolument. Et on peut s'inspirer d'eux et on peut apprendre et on peut les aider pour qu'ils se sentent en sécurité d'une façon qui est plus naturelle pour eux, enfin, etc. Donc on peut aller chercher plein de choses, entre autres avec les chevaux sur cette théorie polyvagale. Et donc juste pour alors, parce qu'en fait, répondre à ta question, qu'est-ce que la théorie polyvagale? On pourrait répondre pendant 3 heures. Mais pour faire simple, il y a quelques concepts de base. Et donc, si on peut dire que c'est la dernière cartographie du système nerveux autonome, avec entre autres le polyvagal, c'est-à-dire la notion que le système en fait nerveux autonome, à travers ce nerf vague, il y a un développement de ce nerf vague qui serait la dernière création de l'évolution et qui serait partagée par tous les mammifères. Et ça, c'est vraiment Stephen Porges qui a formalisé ça en disant non mais attendez, ok, il y avait tout ce qu'on fait pour assurer notre sécurité avec entre autres toute la partie dorsale qui est, on va le voir tout à l'heure, une des premières qui s'est développée aussi bien dans notre système nerveux quand on est que dans l'évolution des espèces, mais il n'y a pas que ça. Et il y a tout un autre fonctionnement qui s'est développé avec, entre autres, la possibilité d'engagement social. Et Tout la à fait. possibilité d'engagement social, ce serait cette dernière partie qui se serait développée, qui nous le permettrait et ou qui nécessiterait qu'on l'utilise pour se sentir en sécurité et connecté à d'autres. Et c'est cette voie vagale ventrale, c'est la voie vagale ventrale, donc le nerf vague qui se développe plus vers l'avant, les expressions faciales et tous les organes qui sont plus au niveau au-dessus du diaphragme. Et on va en parler un petit peu après. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les mammifères, il y a une espèce de communauté hein, dans l'expression, dans la communication, qui est liée donc à cette partie du système nerveux autonome, si je comprends bien, que nous partageons avec les autres grands mammifères, et en particulier les chevaux, on en parlera après. Et en particulier les chevaux, les grands mammifères et les petits aussi. Mais en tout cas, nous, on a souvent plus de connexion avec des animaux mammifères un peu plus grands, les chevaux, en ce qui nous concerne, nous, c'est sûr que on y va plutôt à fond, mais aussi les chats, les chevaux, les chiens, enfin, voilà, les animaux que l'humain fréquente un peu plus, c'est souvent des mammifères un peu plus grands, alors sans parler de ceux qui s'intéressent aux chimpanzés, ça, voilà. Et donc, il y a aussi ces concepts-là qu'on va voir tout à l'heure, qui sont les concepts clés de la théorie polyvagale. Et donc, c'est avec toutes ces notions qu'on peut comprendre un peu mieux comment être bien avec nous-mêmes et bien avec les autres. Voilà. Et en sécurité, donc. Et du coup, en ressentant de la sécurité, voire même en étant capable de créer de la sécurité. Ce qui est très important, et moi je travaille en cabinet médical, hein. Depuis 2, 3 ans, je vois de plus en plus de personnes qui me disent eh ben docteur, je vis dans un état d'angoisse permanent, j'ai des attaques de panique, je ne peux pas sortir dehors, tout me fait peur, etc., etc. Donc on Mm. voit vraiment cette notion de sécurité, combien elle devient importante. Et moi, je le vois aussi, hein, puisque moi, je suis formatrice, coach, équi-coach, thérapeute, équithérapeute.
les gens avec qui je travaille depuis quelques années, c'est de pire en pire. Et je peux dire que l'épisode Covid n'a pas aidé du tout, Non. à la fois parce que c'est quand même un choc pour beaucoup de gens qui, dans nos mondes modernes, ne pensaient pas qu'on pourrait avoir des épidémies aussi importantes, mondiales, telles que, bon, l'histoire humaine l'a déjà vécu, hein, la peste, le choléra, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau dans l'histoire humaine, Au mais dans Moyen nos Âge, mondes oui. modernes, c'était un choc pour beaucoup. Et puis, on peut dire que ça a été géré d'une façon à augmenter, à appuyer bien sur la peur. C'est vrai, oui. En termes de créer un sentiment de sécurité, je pense Oui, qu'on était complètement à l'envers en réalité. tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc pour créer la sécurité, donc c'est une sécurité intérieure, hein, on parle bien de cette sécurité quand on se sent Alors, en en sécurité fait, à c'est l'intérieur. principalement un sentiment de C'est sécurité. ça, c'est ça, Voilà. c'est Mm. ça. Principalement, mais pas que, mais Ouais, principalement. ouais, Et ouais, donc, il faut ouais. quand même qu'on parle un tout petit peu du système nerveux si on veut parler de la théorie polyvagale, puisque bah, on va parler principalement du nerf vague. Et du coup, j'ai repris en partie une présentation qui est faite justement par cette collègue Babs Jasper, qui est donc instructrice EponaQuest et formatrice aussi pour le Polyvagal Equine Institute en Europe. Mm. Et donc, elle est biologiste. Alors évidemment, elle parlait du système nerveux autonome, ça lui va bien. Et donc, j'ai repris en partie une de ses présentations. Ce que je trouve important, c'est qu'on se remémore pourquoi système nerveux autonome. De quoi on parle quand on parle du système nerveux autonome? Tout Et à fait. donc, le système nerveux autonome, la première chose à retenir, c'est qu'en fait, c'est une partie de notre système nerveux périphérique et donc séparée du système nerveux central. Donc, le système nerveux central, c'est celui qui va nous permettre de faire des choses délibérées. Donc là, si je bouge les mains pour parler avec toi, si j'appuie sur les touches de mon ordi pour faire défiler C'est ça. la présentation, ben là, je suis en train d'activer mon système nerveux central puisque je suis en train de faire des gestes délibérés pour Délibéré, ça veut dire volontaire, donc, hein. volontaire, Ouais, où je veux que mon physique c'est ça. fonctionne, mais avec un impact enfin une influence venue de ma volonté. Tout à fait. Et là, si je m'intéresse au système nerveux périphérique, il est lui-même subdivisé en plusieurs parties. Et donc, il y a une partie qui va être ce qu'on appelle le somatique, qui va en fait vraiment être toute la circulation de l'information d'une façon très physiologique. Ça va être les informations qui vont passer entre autres par la perception. Et j'ai le système nerveux autonome qui, lui, va être vraiment la partie qui va être. Alors, tout est lié, donc c'est pas blanc et noir et c'est pas Oui, oui, totalement séparé, évidemment, mais ça va être la partie qui va donc être autonome de ma volonté, autonome de mon fonctionnement volontaire délibéré c'est ça. euh, que, qui serait donc piloté par le système nerveux central. Et dans le système nerveux autonome, il y a une partie qui est le système entérique et végétatif. Alors en fait, il est lié aux autres branches qu'on va avoir tout à l'heure, mais parce que tout est lié de toute façon, mais il va plutôt être lui le côté qui va faire toutes les fonctions de digestion qui vont être un peu, comment dirais-je, autonome en tant que tel, c'est-à-dire qu'il Oui, fonctionne presque de toute bah, façon, il va falloir que ça fonctionne. Donc, oui, oui, bah quoi qu'il se passe, automatique, enfin c'est involontaire, hein. C'est sûr que si c'est je bouge des involontaire et quoi pattes, qu'il se passe dans les autres branches, lui, il va quand même voilà. continuer son boulot. C'est ça, c'est ça. Je décide pas volontairement de digérer mes pâtes, mais ça se fait Non. automatiquement. Après, il y a le système nerveux autonome, il se découpe en deux autres branches qui Mm. sont l'orthosympathique, dont on dit souvent sympathique. En français, on mange le ortho très souvent, Oui, et qui a donc du coup un développement en ganglion et en nerf orthosympathique. Voilà, ça c'est la façon dont lui, il fonctionne. Et puis la partie parasympathique. Et la partie parasympathique, elle est principalement organisée à partir de deux séries de nerfs, les nerfs crâniens et les nerfs sacrés. c'est ça. Et nous, on va s'intéresser dans la théorie polyvagale à tout le système nerveux autonome, de toute façon, mais principalement avec le côté polyvagal, en fait, à l'activation du parasympathique et principalement à travers un nerf crânien qui est un des plus importants, qui est le nerf vague. C'est ça.
Et donc, juste pour reprendre ça sur le système nerveux autonome, on a donc cette branche orthosympathique, la branche parasympathique et donc le système entérique. Et on pourrait voir, donc le système entérique, il gère entre autres tout ce qui va être le système digestif et Oui. végétatif. Et on Et sait combien il y a de problématiques maintenant. J'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui gonfle, j'ai ah bah des oui. problèmes. Voilà. Et ça, c'est donc directement lié au fonctionnement du système entérique, du système nerveux autonome. Oui, et qui est très très lié, entre autres, à l'inflammation et donc aux conséquences d'un stress chronique, aux conséquences d'un stress aigu trop important. Enfin, C'est ça. et dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit, l'être humain, c'est quand même une vie très stressante en réalité. Ouais. Donc oui, il y a de plus en plus, enfin, il y a beaucoup de symptômes qui sont liés à des dysfonctionnements du système entérique, absolument. Et les deux branches donc, qui restent, orthosympathique et parasympathique, elles ont des fonctions et elles s'activent pour des raisons différentes. Et donc, l'orthosympathique, ça va être la partie de la branche du système nerveux autonome qui va s'activer pour mobiliser les ressources. Alors, c'est blanc et noir hein, ce que je vous fais. C'est très, 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 très C'est résumé. schématique. Oui. Ouais, c'est très schématique. Mais c'est pas faux, mais c'est très schématique. Et le parasympathique, il aurait comme fonction principale de reconstituer les ressources. Et du coup, bah, quand on reconstitue les ressources, on va en fait avoir deux activations principales, l'une par la voie vagale dorsale, qui est une des premières qui s'est développée aussi bien donc dans le fonctionnement du système nerveux dans l'évolution des espèces que nous, quand on grandit dans le ventre de notre mère depuis le fœtus, c'est d'abord la voie vagale dorsale qui va s'activer, se construire, parce que ça va être une des voies qui va être les plus importantes pour nous assurer une sécurité en cas de danger, particulièrement danger extrême. Et il y a la voie vagale ventrale qui est la deuxième qui s'active. Donc la voie vagale dorsale, elle va être principalement connectée à nos organes qui sont derrière et après le diaphragme. Et la voie vagale ventrale, plutôt avec les organes qui sont devant et sur le côté en haut du diaphragme. C'est un peu une séparation principale entre les deux voies. Il n'y a pas que ça, mais c'est... Donc, la voie vagale dorsale, c'est la plus ancienne. C'est celle qu'on partage avec les reptiliens. On a un système nerveux autonome qui est en partie partagé avec les espèces les plus anciennes sur la Terre. Elle permet l'immobilisation. Et j'aime bien dire que ça permet, parce qu'on verra plus tard que, en fait, l'immobilisation, ce n'est pas obligatoirement qu'un réflexe de défense, un réflexe de survie. Ça peut nous servir à d'autres choses, de ne pas être trop mobile, de ne pas être trop en train de bouger dans tous les sens. On verra ça un peu plus tard. Et évidemment, c'est une voie qui est très réactive aux signaux de danger, et particulièrement si ils sont ressentis, ces signaux de danger, comme signalant des dangers extrêmes. C'est Et ça. tandis que la voie vagale ventrale, donc c'est la plus récente et c'est vraiment l'un des gros intérêts du travail proposé par Stephen Porges, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce nouveau développement du système nerveux autonome et donc que nous partageons avec les mammifères. Pour ça qu'on parle de polyvagal, donc. Et Parce que c'est pour ça qu'on parle de polyvagal, c'est vraiment de dire, mais en fait, le nerf vague, il n'a pas qu'une seule voie, il a plusieurs modes de fonctionnement et il a deux voies principales. et ça, c'est quand même une découverte parce que Ah, avant Stéphane Porges, personne ne disait ça. Hein. non, personne ne le disait. Et d'ailleurs, on avait une compréhension du trauma qui était une idée que c'était la branche orthosympathique qui explosait. C'est ça. Et quand on parle de trauma, c'est Stephen Porges qui a prouvé, même s'il y avait déjà des gens qui avaient commencé à en parler, entre autres une Anne dont je ne me souviens jamais le nom, il faut que je me souvienne de son nom, dont s'est inspiré Bessel van der Kolk pour écrire son bouquin Le corps n'oublie rien. Elle avait écrit un livre qu'il faut que je retrouve, dont il faut que je retrouve les références qui sont Le corps a une mémoire ou un truc comme ça. Et Ouais. en fait, c'était les premiers à avoir l'intuition et à repérer que, et ce qui a été prouvé, enfin prouvé, en tout cas formalisé par Stephen Porges, qu'en fait, cette histoire de mémoire traumatique, c'est quelque chose qui s'active non pas quand la branche orthosympathique exploserait à force de se mobiliser pour répondre au danger,
mais que c'est la branche orthosympathique qui mobiliserait beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour fuir ou combattre, en fait. Et le parasympathique arriverait en disant, ça va pas ta tête, on peut pas. Tais-toi, garde l'énergie pour plus tard, au cas où le danger nous passe à côté, ne bouge plus, on fait plus rien. Et comme ça, si jamais, bah voilà, je suis une antilope et la lionne me saute dessus, mais si jamais il y a une hyène qui arrive pour me manger à la place de la lionne, eh bien, le temps qu'elle chasse la lionne, hop, je vais pouvoir me relever et m'enfuir. C'est Et ça. donc, c'est le parasympathique qui met un couvercle sur l'hyperactivation de l'orthosympathique. Et du coup, si cette énergie n'est pas dépensée, bah ça va créer la mémoire traumatique parce que Traumatique. cette énergie, elle va être surréactive à tous les moments où elle va retrouver une situation qui ressemble à celle durant laquelle cette hypermobilisation a été réalisée. C'est ça. Donc, on parle de deux fonctionnements du nerf vague, deux branches du nerf vague, donc voie vagale dorsale, dont on a parlé, et donc voie vagale ventrale. Ça, c'est un peu la nouveauté, donc. Et c'est elle qui est vraiment la nouveauté, où le parasympathique est reconnu dans une de ses fonctions à la fois pour le trauma, hein, de sauvegarde des dernières doses d'énergie possibles, et à la fois sur l'engagement social. Et ça, c'est vraiment Stephen Porges qui a mis le doigt dessus, qui l'a formalisé de façon très claire. La voie vagale ventrale, c'est celle qui fait que nous sommes grégaires, et les chevaux aussi. C'est ce qui fait qu'on peut ressentir de la sécurité grâce et par et en présence de une société, d'autres personnes, d'autres êtres vivants autour de nous, et ou potentiellement même un environnement, une connexion spirituelle, une connexion à la nature, etc. Du moment qu'on a ressenti cet engagement social en étant plus jeune, du moment que notre système nerveux autonome a pu activer cette voie vagale ventrale dans notre développement psychique et physiologique, évidemment, du coup, nous allons pouvoir engager notre sentiment de sécurité en se trouvant connecté. C'est ça. Et connecté de différentes façons avec différentes personnes. Voilà. Et du coup, elle est réactive là plutôt cette voie vagale ventrale aux signaux de sécurité et principalement du coup quand on est en compagnie, voilà, quand Ouais. on n'est pas seul avec nous-mêmes ou quand on est seul avec nous-mêmes mais avec une mémoire d'engagement social. Voilà. Alors, donc, il faut quand même qu'on parle un tout petit peu plus du nerf vague, parce que si on dit tout ça sur ça marche comment, donc le nerf vague, il s'appelle vague parce qu'il vagabonde. En fait, wanderer en anglais, c'est celui qui vagabonde dans le corps. Il est connecté à peu près à tous nos organes vitaux, donc Ah plutôt oui. la voie ventrale avec ceux qui sont avant le diaphragme et la voie dorsale après le diaphragme. Ouais. Et alors, il a plein de noms. Ah euh, oui, oh là là, oui. parce que, bah, en fait, Étudiant en médecine, on est obligé d'apprendre tous les nerfs, et donc, c'est donc bien, il y a 12 nerfs crâniens, et donc c'est le le 10e. dixième. Ouais. Et c'est le plus grand. Ouais. Et c'est un nerf qui est très important. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le système entérique dans le système nerveux autonome, hein, la branche entérique. En fait, il est aussi lié à la branche entérique. Il va avoir aussi un impact sur le fonctionnement du système entérique, parce que je vous ai fait les dessins en mettant pas toutes les connexions, sinon ça n'aurait pas été compréhensible. Et donc, il a aussi beaucoup d'importance, d'influence sur la régulation végétative et comme il est connecté, entre autres, par la voie ventrale sur l'avant et les connexions au visage et au larynx, en fait, tous les signaux non verbaux du type expression faciale, du type vibration de la voix, du type mobilisation du larynx qui donne un timbre différent, etc., ça va avoir un effet sur notre sentiment de sécurité. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très important d'avoir, quand on cherche à mettre quelqu'un en sécurité, d'avoir vraiment une voix qui va être par exemple plus posée, un débit qui va être plus tranquille, une respiration qui va faire passer une tranquillité même dans l'expression de nos visages, etc. Ça va avoir un impact. C'est notre nerf vague qui va piloter tout ça. Et c'est un nerf qui est dit mixte parce qu'en fait, il fait passer l'info des organes vers le cerveau, aussi bien que du cerveau vers nos organes. Et en fait, il est intéressant le nerf vague parce qu'il aurait entre, selon les études, il y a des gens qui ne sont pas exactement d'accord, mais plus de 70% de son fonctionnement qui serait de faire passer les infos
des organes vers le cerveau, contrairement à faire passer du cerveau vers les organes qui serait entre 20 et 30% selon les études. Et donc, en fait, il est extrêmement actif pour prévenir notre conscience de il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on s'en occupe. Et c'est tous nos organes qui vont réagir et qui vont dire non mais en fait moi je digère pas bien, mais en fait j'ai le cœur qui, mais j'ai en fait la tension musculaire qui, etc. Parce que le nerf vague va dire hop, 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 il y a quelque chose il faut faire quelque chose. Ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou ailleurs, hein, c'est-à-dire d'écouter les sensations qu'il y a à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, de mes organes, etc., etc. Et c'est une des choses que tu fais faire aux gens quand tu les accueilles en atelier Et EponaQuest, oui, entre autres, c'est une des premières ou dans choses qu'on ton, fait, absolument. ou dans ton cabinet, parce que tu es inspiré de tout ça, même quand tu es dans ton cabinet. Et nous, quand on travaille avec les chevaux, ben, une grosse partie de notre travail, c'est d'aider les gens à prendre les sensations et les émotions comme source d'information. Et donc là, les chevaux, c'est des grands maîtres c'est extraordinaire quand on travaille avec eux. Et donc, il va aussi avoir comment dirais-je, une influence et un impact sur plein de fonctionnements de ces différents organes et aussi sur les sécrétions de plusieurs glandes hormonales, les glandes surrénales, le pancréas, la thyroïde, etc. Et donc, tout ce qui va être le côté endocrinien et toujours en lien avec le système digestif, ça va être un impact important. Donc, les sentiments de sécurité ou de danger vont avoir un impact immédiat sur le fonctionnement de tous nos systèmes endocriniens, d'activation de nos différents organes, et ça explique des pathologies chroniques, ça explique des pathologies, des états émotionnels compliqués, voilà, c'est du niveau d'énergie. Les gens qui se disent grands procrastinateurs, souvent, ils ont un système vagal un peu dérégulé, quoi. Donc, ils n'ont Voilà. pas d'énergie pour faire, quoi, pour se mettre en action. Les problèmes endocriniens avec la thyroïde, maintenant, c'est quelque chose d'assez fréquent. Tous les problèmes également de tension artérielle et Ben oui. un peu plus dans le domaine de la médecine, mais on voit quand même que c'est relié finalement à ce fonctionnement du nerf vague. Et je pense que ça, c'est des grands intérêts, plus généralement, de la vulgarisation des neurosciences de nos jours. C'est de plus en plus de compréhension du fait que tout est systémique, en fait. C'est ça. Tout est relié. Et tu peux pas parler des émotions sans parler de ton alimentation. Tu peux pas parler de ton alimentation sans parler de ta capacité à bouger, le mouvement, le sport que tu fais dans ta vie. Tu peux plus parler de capacité de concentration sans aller regarder du côté de tout ce système interne. Enfin, tout est lié et on a une médecine qui, en partie en tout cas, commence à être plus intégrative, un peu plus systémique. Et ça, c'est Voilà. quand même une bonne chose. C'est ça. C'est certain. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait vraiment une importance du côté de la sécurité ressentie grâce aux expressions faciales, grâce au ton de la voix, grâce aux postures ouvertes ou au contraire fermées, tendues, etc. Et ça, c'est encore une fois vraiment une partie très importante, entre autres de la partie vagale ventrale du nerf vague. Et même sur on fait des études là, avec la Covid, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le goût. Eh bien, on commence à L'odorat plutôt. voir que le nerf Mais vague pourrait bien être aussi impliqué dans toute cette c'est ça. prise d'information par le système nerveux interne. Voilà. Donc, on a fait rapidement un tour du nerf vague, parce que là, si on voulait regarder en détail, on irait encore vraiment beaucoup plus loin. Et là, je vous ai mis plusieurs informations qui viennent de l'article sur le nerf vague de Wikipédia, parce que j'avais plein d'infos, mais en anglais. Et plutôt que de tout traduire, c'est pas mal fait l'article, donc autant s'en servir. Donc merci Wikipédia parce que ça permet d'avoir une info synthétique plutôt correcte. Et donc, premier concept, un des concepts importants de la théorie polyvagale et de donc comment fonctionne ce nerf vague et la façon dont il peut nous permettre, entre autres via la voie vagale ventrale, de ressentir de la sécurité et du coup de permettre à nos organes de fonctionner au mieux de leur mobilisation, ça va être cette notion de hiérarchie de la réponse. Et donc, Stephen Porges a mis en valeur le fait que nos réactions
autonome donc de notre volonté, hein, et donc c'est ce qu'il appelle une hiérarchie autonomique, euh, ça va être des réponses qui vont avoir justement cette hiérarchie. Il y aurait des fonctions qui s'activeraient avant ou, entre guillemets, plus bas et d'autres plus hautes, en termes d'engagement social en tout cas, et en termes de plus haut sur la valeur du sentiment de sécurité. C'est ça. Et du coup, bah, le plus haut en termes de sentiment de sécurité, bah, c'est le système vagal ventral. C'est celui qui est totalement engagé quand on se sent en connexion, connecté à soi, aux autres, et engagé dans je peux utiliser mes ressources, ça ne va pas se retourner contre moi. Tout à fait. Donc il y a aussi la confiance, j'imagine, dans la relation et le sentiment d'être en connexion mutuelle. Absolument, la co-création. Si je peux proposer quelque chose, tu vas en faire quelque chose et on va faire ensemble et tu vas me proposer quelque chose en retour. Le jeu, euh, l'apprentissage où on est en train d'expérimenter avec d'autres, euh, le, les activités communes comme le fait, je sais pas, chanter dans une chorale, c'est hautement vagal ventral, quoi. C'est ça. L'orthosympathique, donc notre fameux sympathique, la branche sympathique du système nerveux autonome, c'est la branche de la mobilisation. Beaucoup de gens pensent à l'orthosympathique uniquement en termes de fuite ou combat. C'est ça, c'est un peu ce qui a été vulgarisé. Fuir ou combattre, c'est le sympathique. Ouais. Et c'est vrai, puisque c'est lui qui va mobiliser les ressources pour pouvoir fuir ou les ressources pour se retourner contre le danger et lui casser la figure. Donc, c'est logique, sauf qu'il ne fait pas que ça. C'est aussi lui qui se mobilise. Justement, on parlait de jouer, on parlait de chanter ensemble, on parlait, je sais pas, quand je suis en train de jouer avec mon cheval, je cours et il court avec moi et hop, je m'arrête et je tourne brutalement, enfin un peu sèchement et hop, il est obligé de s'arrêter de tourner. Voilà. Il adore ça, j'adore ça. On est complètement dans de l'orthosympathique avec C'est une ça. touche de ventrale pas mal présente aussi, parce qu'on verra plus tard qu'il y a évidemment des états mixtes qui peuvent exister. Et donc, bah, je suis mobilisée, je dépense mon énergie, mais c'est sur un côté qui n'est ni fuite ni combat. C'est ça, hein, absolument. Oui, qui est plus un jeu, hein, les chevaux adorent jouer entre eux et avec les humains. Euh, Ayez quand même des bonnes limites de sécurité quand vous jouez avec votre cheval, mais Alors, c'est très c'est un des agréable et trucs ils sur aiment beaucoup lesquels il ça. faut que je bosse parce que le mien, c'est un Islandais. Puis alors, Ah oui, l'espace vital des Islandais, ah ça oui, peut oui, être oui. très réduit. Donc, ça fait partie de ce qu'il faut travailler. Et justement, j'ai une pointe d'attention pour pas me faire marcher dessus ou bousculer. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça donne de l'énergie, effectivement, de jouer avec des chevaux, effectivement. Donc, avec le orthosympathique, donc, hein, de mobilisation. Et le système vagal dorsal, c'est donc celui qui est le plus directement impliqué dans tout ce qui va nécessiter, toutes les opérations nécessaires à notre survie. Et donc, ça va être aussi bien tout ce qui va être donc la gestion des fonctions de base du type, je sais pas, régler la température. Tout à l'heure, tu disais la digestion, bah oui, on n'est pas du tout sur du volontaire pour digérer. C'est pas moi qui décide de digérer, c'est pas moi qui décide de mettre telle enzyme à telle dose pour que les nutriments soient bien métabolisés. Et donc, évidemment, c'est toutes les fonctions de base comme ça, mais c'est aussi lui qui va être extrêmement actif s'il veut nous immobiliser pour que nous laissions passer le danger et qu'on espère en même temps qu'il nous passe à côté. Et donc, en cas de danger extrême, c'est lui qui va être le plus actif. Et donc, Debdana a euh, formalisé ça dans une échelle où elle dit, bah, en haut, vagal ventral, je me sens en sécurité, je me sens connecté. Et je pourrais, on a un exercice qu'on peut faire avec cette échelle de Debdana, de pouvoir repérer tout ce que je pourrais nommer pour moi quand je me sens dans cet état-là. Pour moi, le monde est sécure, le monde est sympa, le monde est agréable, le monde est intéressant. Voilà. Je suis tranquille, je suis créative, je suis souriante. Voilà, on pourrait comme ça nommer des réalités perçues, vécues quand on est sur ces barreaux-là de l'échelle ou quand on est sur les autres barreaux de l'échelle. Donc, c'est un des exercices que propose Debdana avec cette échelle qu'elle a formalisée. Donc, dans l'orthosympathique, je suis mobilisée.
Donc, soit concentré, soit je suis en train de faire un jogging, bah, je suis certainement très fort en sympathique. Et puis, c'est aussi évidemment celui qui est mobilisé le plus quand on est en mode fuite ou combat. C'est ça. Et puis, le vagal dorsal, ça va être celui qui va être le plus actif quand on se sent en danger et quand on est peut-être même dans les cas extrêmes de danger, figé, ce qu'on appelle en sidération. On Donc, dit une parfois immobilisation. dissociation. Est-ce que c'est le même concept? Alors oui, le souci de la dissociation, c'est qu'en fait, elle peut être plus ou moins partielle et plus ou moins fonctionnelle. Ah oui, Donc, figée, immobilisée, en sidération, enfin, il y a plein de termes qui sont très, très proches pour définir tout ça. Et il y a les écoles à l'heure actuelle, aussi bien psychologiques que médicales, physiologiques, biologiques, ont des termes différents pour nommer des choses très, très proches. Donc, c'est ça. selon que tu lis une étude écrite par l'un ou écrite par l'autre, tu peux avoir des termes différents utilisés. Puis en plus, souvent, c'est des études qui sont écrites en anglais et qui sont traduites en français. Selon le traducteur, tu n'auras pas les mêmes mots. C'est très proche tout ça. C'est ça. C'est ça. Mais enfin, l'idée, c'est l'idée du figement, hein, si je comprends bien. Et ça peut être un figement aussi bien dans ton action, vraiment, Oui. tu n'agis plus, tu es comme la souris en face du chat, hein, elle ne bouge plus. Et souvent, c'est une très très bonne stratégie, hein. Le chat, il finit par se... C'est pas intéressant. En plus, lui, au bout d'un moment, comme il a les yeux plus faits pour voir le mouvement que repérer les éléments dans l'environnement, bah, si ça bouge plus, au bout d'un moment, il s'en désintéresse. Ça fait comme une tache floue dans l'environnement et il a une chance de, voilà, potentiellement aller voir ailleurs. Et à ce moment-là, la souris je me carapate parce que j'ai encore plein d'énergie pour pouvoir me sauver. Je n'ai pas utilisé toute mon énergie à trembler en face du chat. Et du coup, le figement peut être une très, très bonne stratégie. Et puis, Oui. il peut y avoir des figements partiels, comme sur des impossibilités de mobilisation de compétences. Mhm. Que j'ai des compétences, mais dans certaines situations, quand il y a certains indicateurs dans l'environnement, mon système le prend ou le connecte à un sentiment de danger extrême et je suis incapable de mobiliser la compétence en question. Ah oui. Comme le trac, par exemple. Comme le trac, absolument, quand il est un peu trop important. Et puis, c'est aussi un figement qui peut être physiologique, c'est-à-dire il Oui. y a des endroits du corps qui ne sont plus aussi mobiles qu'ils devraient l'être. Ah oui. Et donc, on peut trouver, entre autres, en Soma Embodiment, qui est une approche développée, entre autres, par Sonia Gomez. Elle insiste beaucoup sur le fait que dans les étapes de développement, on peut voir qu'il y a des figements partiels, c'est-à-dire que si tu as eu des traumas à certains moments de ta vie et que le corps a figé justement de l'énergie faite pour se défendre, mais qui n'a pas pu être utilisée parce que c'était trop dangereux, il valait mieux tout arrêter, eh bien cette zone-là est moins mobile. Donc Ah oui. physiologiquement dans le corps, on peut retrouver comme ça des moments et des moments et des endroits où le corps ne fonctionne plus comme il devrait. Le Ah oui. muscle n'est pas disponible pour ça. Moins mobile physiquement, quoi. Exactement. Ah oui, oui. Ça peut aller jusqu'à toucher ta façon d'entendre, les canaux, les cristaux là dans les oreilles. Enfin, il y a plein tu peux repérer plein de choses différentes. Et je voudrais citer une autre personne qui travaillait et qui travaille d'une certaine façon encore avec Sonia Gomez qui ont développé ça. Mais je me souviens plus de son nom. C'est abominable. C'est un personnage extraordinaire. Il faut que je retrouve son nom. Donc, si je le retrouve, je te le donne. Tu le mettras dans les. Tout Je à fait. Ça va vais revenir. retrouver son nom, mais tu le mettras dans le descriptif. Oui, dans la description, sans Ouais, problème. parce qu'il fait un travail très très joli aussi autour de ça. Alors, donc l'échelle de Debdana, comme je vous disais, c'est vraiment une des représentations du fonctionnement de ces états différents du système, de la mobilisation du système nerveux autonome qui a été développé par Debdana. Et donc, je voulais juste vous citer d'où je tenais cette représentation-là, puisque j'ai traduit le livre de Rebecca Bailey, on pourra en parler plus tard. Tout à fait. Oui. On espère que Rebecca nous rejoindra. Oui, j'espère qu'on arrivera à avoir son Sa participation. entretien. Ça va être chouette. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de mots autour de cette immobilisation Oui. et selon les papiers, on va entendre sidération, dissociation, figement, immobilisation. Ça peut aussi être
intensités différentes, parce que sidération, normalement, c'est que vraiment, tu peux plus réagir, tu es figé, tu as le cerveau blanc, tu ne bouges plus du tout. Tandis que la Ouais. dissociation, elle peut être complète ou partielle, le figement pareil, partiel, etc. Et l'immobilisation, ça peut être parfois des immobilisations très plaisantes. Et c'est ce que Steven Perges appelle les immobilisations sans peur. Ouais. Parce que ce qu'on oublie, c'est que activer le vagal dorsal, parfois, bah, c'est juste bénéfique pour nous. C'est pas C'est ça. obligatoirement en fonction d'un danger ressenti. Ah, ça, c'est très important hein, par rapport à ce qu'on entend dire sur le parasympathique, le dorsal, le ventral, etc. Donc il peut y avoir des situations où l'immobilisation est socialement nécessaire, on va dire. Par exemple, quand on fait un câlin, Oui, en fait, on bouge pas beaucoup. ouais, Quand la mère est en train de nourrir son nourrisson au sein, bah, ouais, les deux ne bougent pas beaucoup et donc ils ouais, sont en immobilisation. Leur dorsal est activé, leur vagal dorsal est activé et tout va bien, en fait. tout à fait. Ouais, Il y a des chances que le vagal ventral le soit en même temps. Mais en tout cas, le dorsal est activé, puisque en fait, on ne bouge pas. Voilà. Et le corps est fait pour bouger. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est qu'en fait, notre corps, quand il est en bonne santé, on est curieux et en mouvement. oui, En mauvaise santé, on n'est plus curieux et on n'est plus en mouvement. Et donc, la mécanique de base du corps, elle est faite pour être dans un mouvement, ne serait-ce qu'interne. Quand on respire, quand on digère, quand on fait circuler le sang, bah, ça bouge. Voilà. Et donc, bah, quand on a le nerf vague dorsal activé, bah, la circulation du sang va un peu moins lentement, le battement du cœur est plus petit, la tonicité musculaire est moins forte. Donc, en fait, c'est pas obligatoirement que pour créer une sidération et qu'on ne bouge plus parce qu'il y a un danger. C'est pour oui, plein d'activités de nos vies, permettre que aller contre l'idée normale et naturelle et automatique de mouvement. Non, 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 non. Là, on se calme, on profite du moment. C'est aussi le nerf vague dorsal, la voie vagale dorsale. Voilà. Et puis bon, à un certain moment de nos vies, on peut avoir envie de rester tranquille ou d'avoir des moments d'immobilisation qui peuvent mener ensuite à des moments de plus grande activation, mais l'un et l'autre vont être nécessaires pour une vie qui pourrait même se reproduire. tout à fait. Et donc, il y a une notion qui est aussi très importante dans la théorie polyvagale, c'est l'idée de dire que sur cette échelle de Debdana, là, on n'est pas sur un seul barreau à la fois. On peut avoir un pied C'est ça, c'est ça, sur un barreau et un pied sur l'autre. Et c'est dans ça. ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les états mixtes. Et j'ai pensé au gospel parce que je vous parlais de chorale tout à l'heure. Oui. Euh, En fait, quand le gospel est une des façons de chanter ensemble, c'est très compliqué de faire du gospel tout seul, c'est pas du tout du vrai gospel. Même pas si c'est possible, mais bon. C'est possible, mais bon, ça ne donne pas du tout la même chose. Oui, Le vrai bon gros gospel, tu vois toutes ces personnes qui sont en train de chanter ensemble et tu vois qu'en fait, physiquement, elles sont très actives, elles sont super mobilisées. Pour chanter du gospel, il faut que tu ailles chercher du souffle, il faut que tu ailles oui, sortir ta voix, il faut, voilà. Et donc, en termes de mobilisation, tu as l'orthosympathique qui est très actif, mais tu es complètement ensemble. Si tu n'es pas capable d'écouter ce que l'autre est en train de chanter et de t'adapter au rythme de l'un qui est un tout petit peu modifié, à l'initiative de l'autre qui commence une petite variation, bah, tu vas pas pouvoir faire un joli gospel, tu fais du grand n'importe quoi. Et donc là, on est bien sur un état mixte où on est oui, sur de l'orthosympathique et du ventral, les deux vraiment activés. c'est ça. Et ça va être la même chose quand on joue, hein. On parlait de jouer tout à l'heure, les activités ludiques un peu toniques, on est aussi dans un état mixte. Et c'est souvent une représentation dans l'imaginaire collectif de ce qu'on appelle le flow. Tu sais, ce moment où on est Fameux état de flow, oui. les états de flow. On est en train de faire quelque chose, on sent qu'on est en train de vraiment bien réussir le geste, on est en train de profiter de ce qu'on est en train de faire, et en même temps, c'est comme si on était au dehors de nous-mêmes ou connecté au monde, à quelque chose qui est plus grand que nous et Oui, qui fonctionne fluidement. C'est un truc, presque je suis plus moi-même tout en étant encore plus moi-même que jamais c'est ça. et en réussissant ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ça, c'est un magnifique état mixte.
Alors, je voulais aussi donner une autre métaphore sur la façon dont notre système nerveux autonome fonctionne. Je l'ai aussi tiré d'un bouquin de Deb Dana et je vous le donne ensuite en référence. Elle présente cette idée d'échelle toujours, hein, de différents états euh, avec cette notion c'est comme si le système nerveux autonome, c'était la façon dont on habite notre maison. C'est ça. Et C'est un peu le cas, hein, à vrai dire, si la je maison de crois que la notre métaphore est très être concrète, vivant, ouais. je crois que c'est assez juste, hein. Et le système vagal dorsal, du coup, c'est celui qui assurait le fonctionnement de base de la maison. C'est là où tu vas avoir, tu Ah, sais, dans la cave, les fondations de ta maison, tu as peut-être un ouais, sous-sol un peu gris, un peu en béton, ben, pas très confortable, mais c'est tu ça. vas avoir la chaudière, tu vas avoir la centrale électrique, tu vas avoir les tuyaux qui passent pour aller faire circuler tout vers les différents étages de la maison. Et quand tu n'es pas en train d'utiliser ta maison, bah, tu règles tout ça au plus bas. Je m'arrange pour qu'il n'y ait pas l'eau qui gèle dans les tuyaux. Voilà, c'est le minimum vital, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est réglé automatiquement. Tu as le système qui va être mis en route et qui va fonctionner pour que tu n'aies même pas besoin de t'en occuper. C'est ça, ouais. Même si on n'est pas là, etc. Ouais. Même si on n'est pas là. En gros, si on n'est pas présent dans ce qu'on fait, on continue à digérer. Si on n'est pas présent dans ce qu'on fait, si on n'est pas attentif à ce qui se passe, on a quand même le cœur qui bat, on a quand même notre respiration qui fonctionne. C'est quand même pas mal, Oui, c'est pratique. même pratique, oui. Et l'orthosympathique, ce serait le premier étage de la maison, celui où tu pourrais, par exemple, recevoir les courses, le livreur qui amène le canapé, enfin, là où il y a du mouvement, mais c'est pas très confortable. C'est pas l'endroit où tu as envie de rester obligatoirement beaucoup, et c'est l'endroit où il y aurait l'alarme qui serait installée. Si jamais il y a le feu qui sonne, ben, c'est dans cet étage que l'alarme, elle va hurler, oh, il y a le feu qui commence. Et c'est grâce à cet étage-là que je pourrais avoir des réactions rapides, que je pourrais monter l'escalier pour aller faire quelque chose, que je pourrais aller chercher les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir profiter du reste de la maison. Voilà. C'est ça. Et le souci, c'est que si jamais dans cet endroit-là, il se passe quelque chose et que tu n'as pas suffisamment développé la dernière partie de ta maison, eh bien, en fait, il ne sait pas s'arrêter. Il peut C'est ça. partir en boucle jusqu'à épuisement. L'alarme se déclenche et il n'y a personne pour l'arrêter, Il quoi. n'y a personne pour l'arrêter, ça te casse les oreilles ou ça casse les oreilles du voisin, Ouais. euh, mais ça continue à sonner. Et donc, pour pouvoir arrêter l'alarme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui habite la maison et qui en profite. Et là, c'est les étages supérieurs de la maison où tu as ton salon, où tu reçois les amis, où tu es avec les gens que tu aimes et tu y fais les activités que tu aimes. Et il y a peut-être une sorte d'entresol entre l'orthosympathique et le ventral où tu as mis ton bureau, l'endroit où tu te concentres et où tu fais les choses que tu aimes faire sur ton dossier et que tu es impliqué dans ce que tu fais. Et puis, tu vas te reposer, te ressourcer dans le salon, dans la chambre, les endroits où tu es au mieux. Et voilà. Et donc, et tranquille. Et c'est ça qui te fait ta maison du système nerveux autonome. Et j'aimais beaucoup cette métaphore présentée par Deb Dana. Donc, je voulais Ouais. vous la transmettre parce que je pense que ça nous permet de bien comprendre certaines façons de fonctionner qui sont des choses naturelles et qu'on peut en Absolument. même temps développer en conscience, faire attention de comment on réagit sur certains éléments. Et aussi parce qu'il y a des situations où, comme on voit à Beyrouth en ce moment, il y a eu un Scud qui est arrivé et qui a cassé une partie de la maison. Ça arrive aussi, malheureusement. Hélas, beaucoup trop, et en ce moment, on voit plein d'occasions de voir vraiment cette métaphore dans le côté triste de la chose, qui est qu'on est obligé d'aller se réfugier en bas, dans le sous-sol, C'est ça. et de rester enfermé là-dedans parce qu'il n'y a plus de possibilité de monter aux étages. C'est trop dangereux. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, un autre concept de base de la théorie polyvagale, c'est ce que Stephen Porges a nommé Voilà. la neuroception. Ah Donc, il oui. n'a pas inventé la chose, elle existait, mais c'est lui qui a mis un nom dessus et une définition vraiment claire. Et donc, la neuroception, la façon de fonctionner de notre système nerveux autonome qui va nous permettre de savoir si ce qu'on perçoit pourrait potentiellement être dangereux ou pourrait potentiellement être source de sécurité.
Voilà, ça Et c'est très important parce que quand on a un mental qui prend un peu le dessus, les hommes sont, paraît-il, souvent un peu plus intellectuels ou mentaux, bah, on essaye plutôt de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait me donner de la sécurité et qu'est-ce qui pourrait être menaçant. Mais là, on parle du système nerveux autonome, hein, si je comprends bien. absolument. Et donc, la neuroception, c'est vraiment quelque chose qui est complètement autonome, puisque ça fait partie du système nerveux autonome. Une mécanique qui est vraiment une sorte de radar de ton système qui va Ouais. tout le temps, 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 être en train de vérifier s'il n'y a pas un danger potentiel pour lequel il faudrait que tu mettes quelque chose en place. Et c'est ce radar qui va faire que tu vas repérer des expressions faciales, des tensions dans le corps de quelqu'un, un changement dans la respiration, des tout petits signaux quelquefois parmi les êtres vivants qui t'entourent, qui vont te faire te sentir en sécurité ou au contraire qui vont te faire te sentir en danger. Et du coup, qui vont activer tes ressources pour combattre, fuir, enfin voilà, mettre en place une action en fonction de l'évaluation en question. C'est ça. Et il se trouve que cette neuroception, elle se développe au fur et à mesure de tes expériences de vie. Que ce soit depuis que tu es un fœtus dans le ventre de ta maman, à cause de produits chimiques, à cause de stress de la maman, à cause d'expériences vécues, de chocs, de je sais pas quoi. Et bien sûr, toi, dans ta vie, depuis ta naissance jusqu'à toutes les expériences de vie que tu peux vivre, plus tu aurais des événements qui auraient impacter ton système nerveux autonome alors qu'il n'est pas totalement connecté, pas totalement finalisé. Et le système nerveux autonome, il continue à se construire avec des connexions neuronales, entre autres, jusqu'à 20, 22, maintenant il y a même des gens qui disent 25 ans. Donc, Largement plus jusqu'à l'état adulte, hein. Tout à fait. et en fait, il y a une plasticité du cerveau, ce qui fait que de toute façon, il y a des modifications, même plus tard dans l'âge adulte. Donc, plus tu aurais des éléments qui seraient venus impacter ton système nerveux autonome tôt, plus tu pourrais avoir en fait une capacité de cette neuroception qui serait pas obligatoirement bien câblée. Et tu pourrais donc avoir une neuroception trop active ou pas assez active, trop réactive ou pas assez réactive, et qui expliquerait, et on a plein d'études qui sont de plus en plus en train de faire des liens sur des troubles de fonctionnement de l'être humain, qui soient des troubles métaboliques ou des troubles psychiques et qui viendrait de dysfonctionnement de notre neuroception. C'est ça. Voilà. C'est très, très lié aussi aux troubles de l'attachement. Enfin, voilà. Donc là, rien que sur cette phrase, sur ce dernier Oui, paragraphe, on peut faire oui, des heures de travail. c'est sûr. Donc, En remettant un peu en cause aussi certaines des conceptions de la psychiatrie actuelle, mais bon, ça dépasse peut-être le cadre de notre entretien. C'est sûr que avec le fait que du notre coup, on peut modèle. aussi s'inquiéter de certains fonctionnements de certains chevaux qui ont vécu Oui, dans l'environnement humain oui, plutôt de façon qui ne leur facilitait pas un bon fonctionnement ni psychique ni neuronal. c'est Et ça. on a des chevaux traumatisés avec des mémoires traumatiques, avec des fonctionnements de base pour lesquels il faut beaucoup de temps pour revenir à un sentiment de sécurité. Et Oui, s'ils ont eu vraiment des troubles, des événements très impactants trop tôt dans leur enfance, il y a des chances qu'on ait du mal à les récupérer de toute façon. oui, oui, oui. Et bon, voilà, après, on pourrait parler de psychiatrie sous d'autres formes hein, pour l'être humain, mais bon, on irait trop loin là. Et donc, la neuroception a aussi été définie par Stephen Porges comme ayant trois façons principales de prendre cette info, de jouer le radar. Et Oui, donc, trois façons d'écouter qui serait une première qui serait intérieure. On en a parlé tout à l'heure, tu disais que tu faisais aussi beaucoup de travail là-dessus avec tes clients et patients. oui, Et donc, tout ce qui va être aller chercher l'information en interne, que ce soit sous forme de sensation, que ce soit sous forme de émotion, que ce soit sous forme d'envie d'agir, c'est notre neuroception qui va influer sur notre perception et donc, entre autres, sur ce qui se passe en nous. Extérieur, une écoute extérieure, on prend en compte l'environnement, plus ou moins proche. Donc, ça peut être juste les personnes qui sont présentes, les éléments physiques dans notre environnement, ou beaucoup plus large, un environnement comme tu parlais de Beyrouth tout à oui, l'heure. Moi, je sais que quelquefois, j'ai du mal à m'endormir en ce moment.
Et je sais très bien d'où ça vient. Je trouve que le monde est quand même un peu trop violent Oui. sur plein de façons qui deviennent, à mon sens, dangereuses avec des impacts possibles. Mais déjà, les gens qui sont sous les bombes, c'est abominable. Et ça s'élargit. Voilà. Donc, ma neuroception, bah, quand j'entends certains bruits, je ne peux pas m'empêcher voilà, mon corps entend certains bruits. Presque, il est en train de se dire, il y a une bombe qui nous arrive dessus à nous aussi maintenant. Enfin, voilà. La neuroception peut prendre des éléments même dans un environnement qui n'est pas directement notre environnement proche. C'est ça. Oui. Et puis, il y a cette neuroception qui serait mixte, qui serait une neuroception qui serait beaucoup plus active quand on a des éléments à prendre dans l'environnement très proches de nous, quand on est en présence d'autres personnes, en duo ou en groupe. Et ce ne serait pas exactement la même façon de fonctionner du radar, mais voilà, de la neuroception. Oui, oui. On ne va pas non plus rentrer dans les détails là parce que Oui, ça nous ça amènerait prendrait trop assez de loin. temps. Là aussi, les chevaux sont des maîtres pour Absolument. ce type d'interconnexion et de neuroception. Et donc, le concept suivant de la théorie polyvagale, ça va être la régulation. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme les uns et les autres, parce que Oui. c'est quand même un terme qui maintenant devient de plus en plus courant dans le langage commun. Et là, c'est la façon dont Stephen Porges nous rappelle que nous avons la capacité, là du coup délibérée pour le coup, de aider, de soutenir, de faire des choses qui vont permettre à notre système nerveux autonome pour qu'il revienne en état d'être connecté, que nous soyons connectés à nos ressources, que nous soyons prêts à nous engager socialement et que nous soyons mobilisés si besoin, mais de façon pertinente par rapport au contexte. Voilà, oui. Très, très important hein, de toujours considérer que la vie en général a une tendance à l'auto-guérison et à la régulation. C'est extrêmement important et trop souvent oublié, je trouve. Et ce qui est aussi super important, c'est de comprendre qu'un système nerveux autonome régulé n'est pas obligatoirement un système nerveux autonome calme. Oui, Beaucoup de gens disent si tu es actif, si tu es mobilisé, si tu es tonique, c'est que tu n'es pas régulé. Non, 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 non. bon, ça dépend, bien sûr. Voilà, ça dépend du contexte et on peut être dans un état mixte très régulé avec pas mal de mobilisation. Et donc la co-régulation, c'est pareil, sauf que c'est en permettant à d'autres d'obtenir cet état. Voilà. C'est ça. Donc, comment je peux faire pour que grâce à la régulation de mon propre système nerveux autonome, je puisse influer sur la façon de fonctionner du système nerveux autonome de l'autre et lui permettre de se réguler lui-même. Et Voilà. du coup, qu'est-ce que je vais créer en co-régulation pour que lui-même puisse être connecté à ses ressources, prêt à s'engager socialement et mobilisé de façon pertinente par rapport au contexte. Voilà, c'est quand même un peu ça qui est utilisé malgré tout dans la médiation avec les chevaux. Ah Il y a ben, c'est une pas malgré tout, c'est capacité carrément. il y a une capacité de co-régulation du cheval hein, qu'il met en œuvre lui de façon consciente. Hein, Ouais. et c'est malgré tout ce qu'on utilise en réalité dans le. Mais c'est pas malgré tout, vraiment, j'insiste, Oui, c'est tout à fait pertinemment oui, et délibérément ce qu'on va chercher quand on fréquente les chevaux oui, sur une idée de se faire du bien. voilà. C'est vraiment. Et c'est entre autres dû au fait que son système cardiovasculaire et entérique est tellement plus important que le nôtre qu'il y a un impact rien de système nerveux à système nerveux. On est sous l'influence d'un système nerveux plus costaud que le nôtre et qui a lui en plus fonctionné depuis toujours avec une recherche de la régulation. Et donc, un cheval en bonne santé, un cheval qui a la liberté d'être en interaction avec toi, c'est un cheval qui va t'offrir sa régulation. Et donc, il va co-réguler et apprendre à ton système nerveux autonome à s'auto-réguler, rien que par l'expérience de vivre cette co-régulation. C'est ça. Merci les chevaux! Merci les chevaux, oui, d'être avec nous. Et après, si tu veux, on pourrait explorer, mais bon, Oui, on pourrait explorer plein euh, d'options, d'exercices, de pratiques pour oui, activer, augmenter, redevenir plus facilement à un état de régulation. oui, Et
euh, Deb Dana propose, par exemple, dans son livre que je recommande, mais hautement à tout le monde, et d'où j'ai tiré entre autres cette métaphore de la maison, s'ancrer dans la sécurité, hein. Donc, il existe en plus en petit bouquin, hein. Donc, c'est un Petit format, voilà, oui. petit S'ancrer dans la format. sécurité en français, donc, hein. Il a Voilà, été s'ancrer dans la sécurité. Ça marche pas parce que comme voilà. j'ai mis le flou sur la Ouais, caméra, vous n'arrivez pas à le lire, mais je vais le présenter tout à l'heure. J'ai mis la photo de la couverture. Il ouais. est en édition de poche de Science, édition Science. Et donc, du coup, il est vraiment en petit format, pas trop cher. Et il Vraiment est un excellent livre, hein. un très, très bon livre pour vraiment aller explorer les effets positifs, hein, les effets d'auto bienfaits du système nerveux autonome dans la compréhension de la théorie polyvagale. Et donc, elle propose entre autres de faire tout un travail qu'on pourrait peut-être prendre le temps de faire si on était ici maintenant à plusieurs, de se situer sur nos états émotionnels ou sur tous états polyvagaux dominants sur l'échelle. Et donc, on pourrait, par exemple, s'amuser à se dire, tiens, quand je suis mobilisée, quand je fais quelque chose qui me plaît, quand je suis en train de faire du jogging et que je sens que ça roule pas mal, comment je suis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je sens? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Physiologiquement, il y a quoi de présent? Voilà, vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis dans cet état-là. Voilà. Et puis ensuite, aller regarder, alors sans chercher une expérience trop violente, hein, qu'est-ce qui se passe quand je suis en sidération, plutôt en mode survie? Quand par exemple, j'ai le trac. Tu parlais du trac. Ça serait une exploration pas mal. C'est pas trop dangereux. C'est pas un rappel trop traumatique comme mémoire. Mais voilà, quand j'ai vraiment un truc à faire où j'ai un enjeu et que j'ai un peu peur que ça se passe pas bien, je suis comment? Ben, j'ai ma respiration qui est un peu bloquée, j'ai la mâchoire qui est un peu tendue, j'ai les épaules qui se sont serrées. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont les pensées qui se déroulent? Quel est mon état émotionnel? Voilà. Je pourrais aller explorer un état de figement, de sidération, pas trop douloureux, pas trop profond, mais pour vraiment repérer, bah, ah oui, c'est comme ça pour moi, ça prend cette forme pour moi quand je suis dans ce genre de situation et du coup d'activation sur l'échelle en mode survie, en mode vagal dorsal. Et puis revenir, évidemment, on va finir par un état d'engagement social. Comment je suis quand je suis bien, quand je suis avec d'autres, quand je fais des choses qui me plaisent, quand je me sens soutenue, quand j'ai quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Comment c'est dans mon corps? Quelles sont les pensées que j'ai, les types de pensées que j'ai? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Quelles sont les envies d'agir que j'ai? Et donc, vous pourriez vous faire comme ça une sorte de petite cartographie. Vous pourriez même Ouais. noter les choses en face des barreaux de l'échelle sur les propositions de Deb Dana. Et puis, vous pourriez aussi trouver des termes qui vous conviennent, parce que plutôt que de dire je suis en orthosympathique, je suis en vagal dorsal, je suis en vagal ventral, qui est un peu du jargon. Voilà, vous pourriez trouver je suis, je sais pas, dynamisé, je suis éteint, je suis. Voilà, voir ce qui seraient des termes qui auraient du sens pour vous, pour pouvoir décrire ces états, parce que ça pourrait vous permettre peut-être d'être curieux ou curieuse et de noter vos évolutions en cours de journée, d'avoir une sorte de petit défi personnel, dire tiens, aujourd'hui, je vais noter intérieurement, ou même je pourrais me noter sur une feuille où j'ai préparé, ou mon téléphone, j'ai préparé un truc. Euh, ah ouais, quand je suis dans ce genre de situation, c'est plutôt tel état. Tiens, quand je suis dans cette, et c'est du coup plutôt tel ressenti ou tel mode de fonctionnement physiologique, etc. Et noter comment vous passez de l'un à l'autre, ce qui pourrait être des déclencheurs de l'un, ce qui pourrait être des faciliteurs pour l'autre. Et ça, c'est très, très intéressant de voir qu'en fait, il y a des choses qui sont comme automatiques. Quelle surprise! Puisqu'en fait, tout ça, c'est du système nerveux autonome en premier lieu qui est mis en route. Donc, presque, on subit nos états. Mais on les subit beaucoup moins quand en fait, on est curieux à propos d'eux, qu'on les repère et qu'on apprend petit à petit à en fait passer d'un état à l'autre en fonction des circonstances de nos vies. On va pouvoir mobiliser l'un ou mobiliser l'autre. Parce que même si c'est un fonctionnement au départ autonome, on peut activer un état ou un autre, un mode de fonctionnement de notre système nerveux autonome délibérément. On peut consciemment aller chercher des ressources sur un mode ou sur un autre, parce que chacun de ces modes, bien sûr, nous a aidé à développer des compétences dans nos vies. Donc, on peut aller chercher ces compétences dans certaines circonstances. Ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire. Et évidemment, du coup, aller en même temps rechercher les états mixtes.
D'accord? Quand je suis à la fois un peu en ventral, à la fois en orthosympathique, quand je suis entre dangers où il faudrait que je m'agite et donc orthosympathique pour pouvoir m'en sortir, ou donc un trac un peu important par exemple, ou limite du dorsal, donc du mode figement, oh en fait je vais plus bouger parce que comme ça sera plus facile et peut-être je vais m'en sortir. Voilà. Ben, quels sont les modes où on passe de l'un à l'autre, où on aurait une sorte de continuum de mouvement entre l'un et l'autre? Et les états mixtes où il y en a deux qui sont engagés en même temps. Et donc, dans ces différents états, le long de ce continuum, quelles sont les sensations, quelles sont les émotions, les pensées, les envies d'agir qui pourraient être présents pour moi. Et c'est très sympa à faire avec un cheval en présence parce que eux, ils vont venir nous C'est solliciter à ça. différents endroits. Et du coup, bah, évidemment, un des trucs qu'il faut faire, c'est d'aller explorer la connexion. Si on pense tous les deux, on connaît l'exercice Epona Quest, explorer la connexion. Ça peut être un exercice magnifique, dire qu'est-ce que c'est que la connexion pour moi, qu'est-ce qui se passe en moi quand je me sens connecté, qu'est-ce qui se passe quand je me sens déconnecté, comment je vais retourner pour proposer une connexion, comment le cheval revient vers moi et propose de se reconnecter. Voilà. Et donc, tout ce qui se passe quand on est en train d'explorer, vraiment en mode curiosité, en mode jeu presque, les différentes nuances de ce que pourrait être la connexion, la déconnexion, la reconnexion. Et c'est un magnifique exercice pour notre système nerveux autonome. Ça le met en sécurité profondément d'explorer, de ressentir, d'expérimenter la connexion et puis d'explorer, de ressentir, d'expérimenter des connexions et reconnexions. Parce qu'en fait, la sécurité, c'est aussi de dire, c'est OK quand je suis déconnecté. Et c'est OK d'essayer de me reconnecter. Et c'est OK que ça marche peut-être pas tout de suite. Absolument. Alors après, on va avoir aussi d'autres exercices du genre, explorer la connexion, on pourrait identifier puis nommer les différentes personnes avec qui on se sent connecté facilement, habituellement dans nos journées, et pouvoir noter les états physiques et émotionnels que je peux ressentir, que je peux repérer quand je suis en présence de ces personnes, ce que j'aime faire avec elles, ce qui me réjouit dans ce qu'on partage, etc. Et puis, ça pourrait être aussi par rapport à celle que j'aurais envie de connaître. Parce qu'on peut être connecté quand on a déjà ressenti. Encore une fois, il faut que Oui. notre système nerveux autonome ait déjà expérimenté un état de vagal ventral, un état d'engagement social. Mais quand je suis tout seul dans mon coin et que j'ai envie d'aller vers, ben en fait, il y a déjà une activation dans le vagal ventral. C'est Et ça, donc, bien sûr. Oui. C'est un signal, hein, finalement, qu'on envoie par notre système nerveux automatique. ouais, voilà. Et du coup, on pourrait même planifier pour s'engager dans une possible connexion, bah, quelles actions je vais mettre en œuvre pour justement pouvoir partager ce que j'ai envie de partager avec ces personnes avec qui j'ai envie de faire une connaissance de façon plus approfondie. Voilà. Et là, je suis déjà dans le ventral vagal quand je fais ça. C'est ça. C'est ça. Exercice d'exploration qui est très important parce qu'on nous apprend plutôt l'inverse, c'est-à-dire à, comment dire, à sélectionner les personnes avec qui on n'a pas envie de se connecter, avec qui ça ne va pas, les gens qui sont des harceleurs, etc., etc., etc. Et puis, on est dans un monde qui a vraiment beaucoup insisté sur une séparation. Alors, Oui, on pourrait, moi, je blâme, je blâme pour ça l'Église catholique avec la séparation du corps et de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est vraiment, je pense, un mouvement qui a été abominable, qui a été renforcé pour moi par l'industrialisation, parce qu'on avait besoin de corps et on n'avait absolument pas besoin d'esprit. Donc, on a vraiment insisté sur le fait que les humains devaient souffrir sur cette terre et tant pis, ils auraient le paradis plus tard. Enfin, je caricature énormément, mais oui, on a quand même une société qui est très prédatrice, en fait, qui est très c'est ça. Y compris la loin de la religion, connexion, effectivement, finalement. loin de la connexion avec soi-même et loin de la connexion avec l'autre. Et entre autres, on s'est séparé de la nature. On a quand même créé des sociétés dans lesquelles c'est super facile de vivre enfermé dans sa maison avec du béton partout et les gamins qui savent pas d'où vient le lait, quoi. La boîte ben, le lait, il vient de la brique de lait, quoi. Non, il vient de la vache. Ah bon, ça existe? Quand on leur explique, ils disent, ah, mais c'est dégoûtant. Marcher dans l'herbe pieds nus, je connais pas beaucoup de gens qui font ça régulièrement dans leur vie, hein. Oui,
Et pourtant, il y a même eu une publication scientifique qui démontre que c'est bénéfique pour la santé. Il y a même une histoire d'ion négatif. Enfin, voilà, donc, Ah oui, on pourrait aller chercher beaucoup bon, des éléments même purement physiologiques pour expliquer à combien ça peut nous faire du bien. on pourrait Et donc, continuer longtemps, oui, mais oui. Donc explorer la connexion au monde, c'est certain, oui, avec la nature, la forêt, les éléments qui nous entourent. Passer du temps avec les chevaux. Bon, moi j'ai la chance, hein, d'avoir mes chevaux dans un environnement naturel et pouvoir passer des journées entières avec eux. ouais, C'est vrai que c'est quelque chose qui change et qui permet d'explorer, notre régulation, notre connexion au monde qui nous entoure. ouais. Et je suis sûre que tu te sens tellement mieux quand tu as passé une journée avec eux par rapport à une journée que tu aurais passée, je ne sais pas, à faire des interventions à Paris Mais oui, dans une salle avec les néons sans fenêtre. mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une connexion d'un tout autre ordre qui facilite sans doute effectivement une connexion spirituelle, comme tu le dis. Ouais. Et Debdana, vraiment, et pour ça, je la remercie beaucoup parce que je trouve qu'elle a une vision des choses qui est très large, qui est du coup, pour le coup, très systémique et qui nous engage à aller vraiment explorer dans toutes les dimensions que ça peut prendre pour nous, de nous trouver connectés. Des personnes vont vraiment avoir un sentiment de sécurité et de connexion au monde juste avec déjà le fait d'avoir un chat à la maison. Pour eux, ça, c'est vraiment une connexion très importante et qui permet à leur système nerveux autonome de se sentir connecté à du vivant en dehors d'eux-mêmes de façon très profonde. Et puis il y en a d'autres, ils vont vraiment aller rechercher beaucoup plus profondément dans des dimensions beaucoup plus larges. Et il n'y a pas de bien ou de mal. L'idée, elle est que chacun puisse trouver les éléments qui vont lui permettre d'aller activer leur voie vagale ventrale, leur engagement social, leur capacité à se sentir en sécurité, pardon, en lien avec. C'est ça. Et pour beaucoup de gens, le travail sur explorer le donner et recevoir peut aussi être quelque chose qui est très apprenant. C'est un gros morceau parce que le donner et le recevoir, on nous a appris que ça passait par l'éternel billet d'argent et de dollars, etc., qui finalement est le dieu moderne, hein, le billet de 100 euros. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, on a parfois un peu de mal à explorer ce donner, ce recevoir. Mais je fais un stage autour de la notion de richesse, d'abondance, où il y a un jeu avec de l'argent physique, hein, on apprend à donner, à recevoir, des billets de banque. Et, et Et ça c'est doit être vraiment assez intéressant impactant, je pense. ce que ça explore au niveau de l'activation intérieure, la Mm, régulation intérieure. mm. Euh, bon, Et il y a beaucoup de gens qui sont dérégulés, hein, quand leur eh oui, système nerveux autonome va eh oui, réagir de façon très automatique, pour le coup, eh avec oui. des apprentissages acquis automatisés par rapport aux données et recevoir. Et moi, enfin, toi, j'imagine que c'est la même chose. Parmi les personnes que je reçois, il y en a beaucoup, et moi j'en fais partie, hein, j'ai encore du boulot à faire là-dessus, pour qui c'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir Absolument, c'est ça. quoi que ce soit un cadeau, un livre, un compliment, de l'argent. Enfin, et donc, il y a une dérégulation, en fait, parce que Voilà. si on était tranquille par rapport aux données et recevoir, on serait capable de prendre quand c'est juste de prendre et de donner quand c'est juste de donner, de recevoir quand c'est juste de recevoir. Eh Et oui. il y aurait une circulation fluide. Et en fait, il y a beaucoup de personnes pour qui il n'y a pas de fluidité à cet endroit-là. Et donc, on n'est pas dans un sentiment de sécurité ressentie quand il s'agit de donner et de recevoir. Donc, il y a tout un boulot qu'on pourrait faire qui nous permettrait de revenir dans une mobilisation mixte ventrale-vagale orthosympathique où ce serait pertinent par rapport à la situation et fluide. Alors, on aurait aussi tout plein de choses qu'on pourrait explorer, des exercices où on se dirait quels sont les sons qui me font du bien, les sons qui m'activent plutôt sur le mode danger, comment est-ce que j'écoute, est-ce que je suis capable d'écouter ce que quelqu'un dit, est-ce que je suis capable d'écouter au niveau du contenu, est-ce que je suis capable d'écouter au niveau des émotions. Enfin, voilà. On a voilà, plein d'explorations qu'on peut faire sur comment je sens, comment je touche, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me calme, qu'est-ce qui m'active. Est-ce que si quelqu'un me tape sur l'épaule, j'aime ça? Est-ce que si je me fais un auto-câlin, ça me fait du bien? Euh, on a plein d'explorations avec lesquelles on peut jouer, évidemment aussi sur le fait de voir, de regarder. Quelles sont les choses qui vont être en fait dures pour moi? Moi, par exemple,
quand je travaille avec Anne, on rigole souvent parce que donc Anne Mathieu, instructrice EponaQuest, elle aussi, elle habite pas loin, on travaille souvent ensemble, on co-anime entre autres des formations sur le trauma et les chevaux puisqu'on est toutes les deux formatrices pour le PVEI, le Polyvagal Equine Institute de Rebecca Bailey. Et alors elle rigole parce qu'elle a besoin de beaucoup de lumière pour se sentir bien et moi j'ai besoin de moins de lumière pour me Ah oui, sentir bien. Pour moi, la lumière, c'est agressif. Pour elle, la lumière, c'est bienfaisant. Donc, voilà, nos systèmes nerveux réagissent de façon différente au niveau de lumière pour qu'on se sente bien et capable d'être connecté à nos ressources. Donc, ça est vraiment des c'est ça. connexions de base automatisées avec ce qui nous est arrivé dans nos vies. Pour, entre autres, le côté lumineux, mais ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être des côtés métalliques ou au contraire mat, etc. Chacun peut aller explorer, mais qu'est-ce qui met mon système nerveux autonome plutôt sur le mode oups, danger, ou sur le mode oh, tout va bien. Voilà. En prenant conscience un peu de tout ça, effectivement. Ouais. C'est Même chose dans les sonorités. Mhm. Rebecca Bailey fait partie de ces gens, et Stephen Porges lui donne parfaitement raison, qui insiste beaucoup sur la phonation, sur le C'est ça. côté, les modalités de voix, les sons. Quand on travaille, nous, avec les chevaux, ça nous arrive aussi de travailler avec des tambours, ça nous arrive de travailler avec des bols tibétains, des cloches tibétaines, des bols de cristal, des choses qui vont aller activer des vibrations différentes. Certains chevaux adorent certaines fréquences et détestent d'autres. Euh, on va être dans quelque chose qui va vraiment être vraiment directement de la perception qui va activer différents états ou différentes mobilisations de notre système nerveux autonome. Voilà, et après, bah, pour stimuler notre nerf vague, si on était avec des personnes, moi, je pourrais vous faire des exercices de voilà, stimuler plutôt une partie, aller masser certains endroits. Oui. Et alors, stimuler le nerf vague, c'est pas quelque chose qui est toujours bénéfique. Beaucoup de Non, gens il faut pensent faire il faut attention. stimuler le nerf vague pour être en bonne santé. Oui, mais non. Oui, mais tout dépend. Il y a même Oui, des appareils, je crois, maintenant, il y a qui même des stimulent appareils électriquement le nerf vague, hein. dans l'oreille ou certains que tu poses à côté, voilà, ou Oui, certains que tu mets sur le poignet aussi. Euh, Parce que, en fait, comme le nerf vague va avoir un impact sur tellement d'endroits dans le corps, tellement d'organes, moi qui suis plutôt en hypotension, j'ai plutôt intérêt à stimuler mon nerf vague pour qu'il puisse en fait avoir un battement de cœur un peu plus dynamique. Mais si je suis quelqu'un qui est sujet, par exemple, comment dit-on malaise là, vagal. merci, au malaise vagal, il va peut-être falloir que je fasse attention à Eh comment oui. je stimule mon nerf vague. Alors, sinon, je risque fort de tomber dans les pommes à un moment qui ne sera pas approprié. Voilà. Et donc, si vous tapez stimuler le nerf vague sur Internet, vous allez avoir quantité de gens qui vous expliquent plein de choses magnifiques et qui vous proposent plein d'exercices pour stimuler le nerf vague. Très bien, magnifique, allez-y, faites gaffe. Voilà, parce que faites attention. Et il y en a beaucoup hein, qui d'ailleurs donnent des précautions en disant si vous êtes C'est ça. susceptible de tadada, faites Oui, gaffe, ne faites pas cet exercice. Voilà. tout à Donc, fait. essayez de faire plutôt les exercices des gens qui vous proposent de faire attention à certaines conditions et habitudes de fonctionnement pour que vous trouviez bien les exercices qui vont en fait vous faire du bien, soit pour activer dans le sens être plus dynamique, avoir plus d'énergie, ou au contraire vous permettre de profiter de moments de calme un peu plus prolongés ou intenses parce que vous seriez sur des modes plus actifs au quotidien et donc trouver ce qui vous correspond. Oui. Voilà. Et puis donc on va certainement avoir grand intérêt, chacun d'entre nous, à explorer les différents moments dans nos systèmes de régulation où on va être dans des états mixtes et voir les moments qui font qu'on change, qu'on passe de l'un à l'autre. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à la demande. Je suis quelqu'un qui peut être extrêmement calme, plutôt posé, qui est vraiment un système qui est plutôt, ce qu'en somatic experiencing on appellerait sous-couplé. Je vais plutôt aller vers du figement que de l'activation en mode attaque. Si jamais il y a un danger qui vient vers moi, mon premier réflexe, ça ne va pas être d'aller casser la figure au danger. Et bah, du coup, moi, ça va m'être vraiment bénéfique d'être en présence de quelqu'un qui va être plus actif pour m'entraîner avec lui. Donc, je vais chercher
quand je veux faire certaines choses, je vais chercher des gens qui vont m'aider à me mettre en mouvement, parce que moi, me mettre en mouvement, c'est pas si facile que ça. Et ce qui va m'aider, et ce qui aide la plupart des gens, c'est d'explorer avec le plus de plaisir possible et le plus souvent possible tous les états où vous êtes curieux. Un organisme vivant en bonne santé, un cheval en bonne santé, un poulain en bonne santé, il est curieux. Oui. Il aura envie de jouer, il va explorer, il va aller voir ce qui se passe, il va poser des questions, il va proposer quelque chose. Et ben, un être humain en bonne santé, c'est pareil. Et donc, regardez tout ce qui va vous mettre dans ces états-là. Allez chercher dans vos quotidiens toutes les occasions de pouvoir exercer votre curiosité et potentiellement de vous mettre un petit défi, de pouvoir jouer avec d'autres, proposer quelque chose, voir comment ça réagit chez l'autre, chez vous. Et ça va vous mettre dans un état de possibilité de régulation de votre système nerveux autonome qui va se ressentir de la sécurité, comme un sentiment de sécurité élargi dans de plus en plus de circonstances parce que vous vous serez mis en dynamique de pouvoir lui faire expérimenter de la sécurité dans la mobilisation. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est d'apprendre à faire avec ce qui est. Nous, notre cerveau a été conditionné dans notre monde moderne à faire avec ce qui devrait être. C'est ça, faire avec ce qui est présent, tu veux dire, ce qui existe donc, ce qui est là. Revenir dans le présent, oui, c'est ça. Et les chevaux sont excellents pour ça, parce qu'en fait, ils vont nous obliger à être dans le présent. Ils détestent quand on n'est pas dans le présent. Soit ils s'éloignent, soit ils viennent nous bousculer, dire hey, t'es là ou j'ai juste un fantôme avec moi? Mais oui, Et donc, pour ça, c'est magnifique parce qu'ils vont vraiment nous ramener à la réalité du moment, qu'on soit avec un joli blouson, des belles bottes ou qu'on soit avec des habits. Ils s'en fichent totalement. Ils veulent qu'on soit présent et dans la réalité du moment, dans l'interaction avec eux. Si nous, on est présent en train de sentir ce qui se passe, utiliser ce qu'on ressent pour interagir avec lui, ben là, il est content. Il a envie d'être avec nous. Et du coup, là aussi, c'est quelque chose qui va être très important pour notre système interne, puisque la congruence, ça va être cette notion de les signaux qui sont sentis à l'intérieur et la communication qui passe par l'extérieur sont alignés. Donc, si je dis, par exemple, en présence d'un cheval, non, non, j'ai pas peur. Non, non, tout va bien, j'ai pas peur. Le cheval, il va, ça va pas, non? Je sens bien que, en fait, ça va pas. En fait, t'es pas OK avec toi-même, quoi. Et notre système de neuroception, quand on disait le premier niveau d'écoute de la neuroception, c'est l'écoute en interne, elle va être très sensible à cette histoire de congruence. Si jamais nous obligeons, entre guillemets, nous-mêmes pour des conventions sociales, pour faire plaisir à l'autre, parce qu'on ne sait pas faire autrement, à faire semblant de ressentir autre chose que ce qu'on ressent, notre système interne, neuroception interne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le cheval pour ça, mais merci, il va être dans la réaction, il va ressentir notre incongruence et il va nous proposer quelque chose en retour. T'es sûr que t'es là ou t'es pas là? Et t'es sûr que tu sens ce que tu sens là? T'es sûr que tu veux faire semblant de... Et c'est un super apprentissage pour nous. C'est une expérimentation, un apprentissage par l'expérience à permettre à notre système de revenir dans OK, je sens que j'ai peur, j'en fais quoi? Je sens que j'ai envie, mais que j'ai un peu de crainte, j'en fais quoi? De cette double activation. À la fois j'ai envie, à la fois j'ai un peu d'appréhension. J'en fais quoi? ouais. Et là, je suis puissant. Et donc, je reprends ce titre du bouquin de Linda Kohanov, Comme les chevaux ensemble et puissants. Je n'ai pas traduit ce livre-là, je ne suis coupable que du titre, mais j'adore ce titre. J'étais très contente que Linda le valide parce que c'est vraiment ça. On est puissant et on peut être puissant d'autant plus qu'on est ensemble si on fait comme les chevaux. On est dans la congruence, on est dans le moment présent, on est dans la relation et on est honnête avec nous-mêmes. Si j'ai pas envie, je sais que j'ai pas envie. Je propose autre chose. Si j'ai pas envie, je propose autre chose. Je fais avec ce qui est. Et évidemment, il y aurait pléthore de bouquins, d'articles, voilà, pour aller explorer encore plus avant. Mais voilà, je voulais vous citer le livre Ancré dans la sécurité, dont on a parlé tout à l'heure. Anchored en anglais de Deb Dana. Celui de Stephen Porges, Théorie polyvagale et sentiments de sécurité, c'est un de ceux qui a été réécrit, qui est
relativement accessible. Il est plus accessible que la grosse somme qu'il a publiée en 2009. Ouais. Et donc, c'est vraiment intéressant si on veut vraiment creuser, là, on peut y aller. Euh, Dans le livre de Rebecca Bailey, Comment les chevaux nous font du bien, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque chapitre qu'elle développe, elle donne des exemples de cas pratiques où elle est thérapeute et entre autres thérapeute avec le soutien des chevaux comme co-thérapeute. Et donc, il y a des exemples concrets pour chaque élément qu'elle développe, le côté par exemple, je me souviens vraiment bien du chapitre sur le son, parce que elle est une de celles qui a vraiment insisté sur l'importance de la sonorité du son, des vibrations reçues par nos oreilles pour aider notre système nerveux autonome à être soit se sentir en danger, soit au contraire se sentir en sécurité. Et donc, il y a aussi plein d'exercices avec les chevaux à la fin du livre. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à traduire celui-là. Et puis, donc, comme j'ai cité, comme les chevaux ensemble et puissants de Linda, il y a en plus toute la dernière partie avec plein de compétences à développer en intelligence relationnelle qui vont aussi beaucoup nous aider à la fois à aller chercher et à la fois à développer notre sécurité interne. Parce que quand on développe ces compétences-là, ben, on se sent plus à même d'interagir d'une façon qui soit juste avec soi et avec les autres, ce qui va évidemment nous aider à être en ventral vagal. C'est ça, elle en parle pas vraiment beaucoup dans ce livre, mais c'est un manuel pédagogique formidable. Et maintenant d'ailleurs, maintenant Linda parle beaucoup de polyvagal avec son approche Connection Focused Therapy, Oui. Et qu'elle a donc développé avec Rebecca Bailey. avec Et en Rebecca au fait, départ. Oui. c'est Rebecca qui a été trouver Linda parce qu'elle avait vu dans ce livre, d'ailleurs, il y a une toute petite partie au milieu de ce livre, comme les chevaux ensemble et puissants, que Ouais. Linda avait commencé à développer sur le modèle qu'elle a développé dans le dernier livre qu'elle a publié, qui est en français pour un leadership socialement intelligent, qui est donc le modèle maître berger. C'est Et ça. dans cette histoire de modèle maître berger, Linda avait développé, il n'y a que 4 rôles là dans ce chapitre, il manque encore la sentinelle dans le chapitre dans ce livre. Elle avait développé l'idée selon laquelle les chevaux fonctionnent pour engager les autres à être avec eux, pour exercer un leadership. Ils fonctionnent sur un leadership mature qui serait un leadership non prédateur. Et dans ce leadership non prédateur, il y aurait des modalités d'interaction avec les autres. On pourrait engager les autres avec nous avec différents types d'énergie et différentes compétences qu'elle appelle des rôles. Et l'un de ces rôles, c'est le dominant. Et un dominant mature, c'est quelqu'un qui est capable de dire non, c'est quelqu'un qui est capable de poser un cadre, c'est quelqu'un qui est capable de pousser les autres par l'arrière en disant, allez, on avait dit qu'on y allait, c'est maintenant. Et Rebecca a été passionnée par cette façon de voir le leadership où les gens qui auraient pu vivre des traumas, entre autres à cause d'abus de la part de leurs semblables, d'autres êtres humains, puisque elle, Rebecca, elle est thérapeute Spécialiste un peu spécialisée dans dans ce les traumas domaine-là. Oui. extrêmes. Pardon? Non, je disais, elle est un peu spécialiste, elle est connue hein, pour Oui. son aide dans les traumatismes extrêmes. Absolument, et principalement sur des kidnappings de longue durée. Et elle a été très connue, entre autres, parce que c'est elle qui a aidé JC Dugard à sortir de son état de psychique compliqué. Ouais. C'est une jeune femme qui avait été enlevée à 11 ans et qui a réussi à s'enfuir 18 ans plus tard avec les 2 filles qu'elle a eues avec son kidnappeur. Ouais, je l'ai Et rencontré donc, Tucson en Arizona. Ouais. Et JC Dugard maintenant travaille avec Rebecca Bailey. Elles ont créé une fondation ensemble, Transitioning Families, où elles aident entre autres les familles des personnes qui ont été kidnappées et les personnes kidnappées qui ont pu s'en sortir à revivre à nouveau une vie la plus normale possible et en étant engagées dans leur vie d'une façon où ils peuvent développer leur potentiel plutôt que juste survivre, quoi. Et donc, Rebecca était passionnée par cet aspect du dominant parce qu'en fait, les personnes qu'elle accompagnait souvent étaient des personnes qui n'osaient plus être puissantes. Parce que pour elles, c'était totalement associé à l'abus. C'est ça, oui. Et donc, voilà, elles ont commencé à travailler ensemble parce que Rebecca est allée chercher Linda là-dessus. Et donc, elles ont développé cette approche, cette initiative thérapeutique qu'elles ont appelée Connection Focused Therapy. Et donc, la thérapie centrée sur le lien, centrée sur la connexion. Parce que théorie polyvagale plus maturité relationnelle,
ça nous donne, avec en plus le travail accompagné par les chevaux, ça nous donne une possibilité de développer un mode thérapeutique qui est extraordinairement puissant, beau, sympathique, voilà. Et donc, Anne et moi, avec BAPS, on enseigne Connection Focus Therapy en Europe et avec un programme qu'on appelle Horses Healing Trauma, parce qu'on a rajouté de la somatic experiencing, on a rajouté de la posture d'accompagnement, enfin voilà, on a rajouté des éléments sur ce que Rebecca et Linda ont développé. D'ailleurs, elles nous ont dit qu'elles devraient nous piquer nos trucs et faire la même chose aux États-Unis. On était très fiers quand elles nous ont dit ça. Et donc, on travaille avec ces deux grandes dames de la médiation équine. Eh bien, Cécile, un grand merci. On a fait un vaste tour de l'approche polyvagale et comment cette approche elle peut être mise en œuvre en compagnie des chevaux. Merci pour ça, je crois que c'est vraiment une bonne introduction. Voilà, et puis donc dans ce sommet en ligne, on va parler des PonaQuest, on parle de la théorie polyvagale, on parle des approches systémiques également. Avec... Les PonaQuest et la théorie polyvagale, par essence, sont systémiques. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est très compatible avec le travail de médiation équine, absolument. Voilà, puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer avec ces échanges. Pour moi, c'est très enrichissant. Et vraiment, cette alliance de la théorie polyvagale avec les chevaux, c'est quelque chose qui fonctionne, je dirais. C'est une des choses que Linda a dites quand elle a rencontré Rebecca et donc la théorie polyvagale via Rebecca. Elle a dit, mais maintenant je comprends pourquoi ça marche, tout ce que j'ai... Voilà. Ça explique scientifiquement tout ce que j'ai mis dans mes bouquins et tout ce que j'ai développé comme concept, comme outil, comme façon de travailler avec mes clients. C'est vraiment... je comprends. Voilà, puis c'est bien effectivement d'avoir des outils de compréhension, puis aussi des exercices comme tu en as donné. Bien sûr, il y a d'autres exercices dans le livre de Deb Dana et avec Rebecca, etc. Mais voilà, merci en tout cas pour tout ce que tu as donné à notre audience, puis pour ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Et merci à toi d'organiser ça, parce qu'il y a plein d'interventions, de gens qui exposent plein d'aspects, d'axes de travail différents. Et je trouve que c'est magnifique qu'on puisse faire connaître au grand public tout ce qu'on peut faire avec les différentes nuances, les différentes sensibilités de ce que peuvent apporter chaque professionnel, chaque praticien dans cet organisme, enfin, dans cet environnement. Et merci aux chevaux pour tout ce qui peut nous permettre de travailler. De nous permettre de rendre tout ça possible. Voilà. Un grand merci à toi, Cécile, en tout cas. Et à très très bientôt. Au revoir, Sylvain. À bientôt. Au revoir. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement, au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 €. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux. Et on a vraiment à cœur de soutenir
d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt. Thank you.